Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça, merde alors? But alors, you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale consacrée à la carrière d'un cinéaste. Vous n'êtes pas sans savoir que Tenet, nouveau film de Christopher Nolan, est le blockbuster très attendu cet été. Si sa sortie prévue à la mi-août n'est pas une nouvelle fois repoussée, en attendant, les cinémas Pathé à Genève et Lausanne ainsi que d'autres cinémas partout en France ont décidé de projeter les anciens films du réalisateur de la dernière trilogie Batman, d'Inception ou d'Interstellar. Il n'en fallait pas plus pour nous donner envie de consacrer une émission entière et un long format à ce cinéaste britannique qui est l'un des rares à faire encore la pluie et le beau temps à Hollywood. Car oui, Christopher Nolan divise la communauté cinéphile, faiseur hors pair de blockbusters exigeants au concept innovant pour les uns, cinéaste surcoté pour les autres qui lui reprochent souvent sa froideur, son mécanisme et son manque d'émotion. Mais ce qui est certain, c'est que Christopher Nolan est un nom, oui, un nom qui fait vendre, un nom qui fait couler de l'encre et déchaîne les passions, un nom qui attire le grand public en salle, et encore l'un des rares réalisateurs découverts dans les années 2000 à voir son nom en gros sur une affiche et à avoir gagné la confiance de l'immense studio Warner Bros. On va tenter de comprendre pourquoi en décryptant le mystère Nolan et en retraçant sa filmographie en 7 coups, soit 7 films ou presque, avec mes magnifiques amis que voici. Je vous présente d'abord celui qui tente de retrouver sa mémoire pour survivre à la Seconde Guerre mondiale. Salut Patrick Dantan. Mais salut à vous. Et ensuite celui qui papote avec un meurtrier avant de s'envoyer en l'air dans l'espace. Salut Florian Pouplin. Salut Alex. Et enfin, le plus sombre, le plus costaud, le milliardaire tombeur de Sédam, celui qui a peur des chauves-souris, mais qui va mieux quand il met un masque et qu'il prend sa grosse voix comme ça. Salut Thibaut Ducret. Salut Alex. Je pense que c'est la meilleure introduction que tu m'aies jamais faite. Je pense. Si j'ose dire. Vous l'aurez remarqué, j'ai fait des petits rappels aux films dont vous allez nous parler. Voilà, les films, je vous les donne. Bon, en fait, c'est facile, hein, excepté son premier long métrage Following. On va vous parler de tous les films de Christopher Nolan dans l'ordre chronologique, soit Memento, Insomnia, Le Prestige, la trilogie des Dark Knight, que l'on va traiter en un bloc, Inception, Interstellar et enfin Dunkerque. Alors, on vous prévient, on ne vous parlera pas de Tenet ici, simplement parce qu'on ne l'a pas encore vu, mais un débat du Saloon lui sera bien sûr consacré à sa sortie. Bon les amis, si vous êtes prêts à vous écharper sur Christopher Nolan, alors c'est parti. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Voilà, je le disais, donc 7 films, 7 coups pour résumer la carrière de Christopher Nolan, ou presque, puisque voilà, vous l'aurez compris, les Batman seront traités en un bloc, il y en aura 3 en un, donc on se réjouit beaucoup de vous présenter tous ces films, et puis de vous parler donc de ce cinéaste très particulier, qui est un nom, comme je le disais, avant de parler chacun de notre rapport au cinéaste, et puis de décrypter un peu son style, et puis sa place aujourd'hui à Hollywood. Thibaut, peut-être tu vas nous présenter en 2 mots qui est Christopher Nolan, enfin d'où il vient et puis comment il est arrivé au cinéma. Mais très volontiers. Alors Christopher Nolan, un truc intéressant à rappeler, c'est qu'il est anglo-américain, puisqu'il a un père anglais et une mère américaine. Donc il y a un mélange des cultures qu'on pourra retrouver dans sa filmographie et dont on pourra peut-être discuter dans ses films. Il est né à Londres en 1970 et il développe très vite une passion pour le cinéma et notamment pour la science-fiction. D'une part parce qu'il a un oncle qui travaille à la NASA, donc fatalement il baigne un petit peu dans cet univers-là et ça cultive un peu son intérêt. Et surtout, gamin, en fait, il est marqué au fer rouge par la vision d'une part de 2001 l'Odyssée de l'espace. Ça devient un grand admirateur de Kubrick. Là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Tout à fait. Et aussi, un autre film qui le marque enfant, c'est Star Wars. Ça paraît peut-être un peu moins évident, puisque le cinéma à la Star Wars, c'est pas forcément un truc auquel les films de Christopher Nolan font penser. Mais en fait, quand il commence à réaliser des courts-métrages enfants en Super 8, eh ben, un de ses premiers courts-métrages, c'est une histoire de science-fiction réalisée en stop-motion qui s'appelle Space Wars. Donc là, la filiation est assez évidente. C'est clair.
Et donc voilà, quand il grandit, il étudie la littérature anglaise au University College de Londres, et là aussi, en parallèle de ses études, il réalise plusieurs courts-métrages, notamment un court qui s'appelle Doodlebug, qui raconte l'histoire d'un homme qui chasse un insecte dans son appartement, et qui découvre finalement qu'en fait, cet insecte, c'est une version miniature de lui-même. Donc là, on a déjà un peu les thèmes qui deviendront récurrents dans son cinéma, qui sont l'obsession, la perte d'identité, etc., dans un traitement plus surréaliste. Et la lutte contre ses propres démons aussi, du coup. Exactement, ouais. Alors, dans un traitement un peu plus surréaliste que ce qu'il fera peut-être par la suite, mais si jamais le court-métrage est disponible sur YouTube, je vous conseille d'aller voir, c'est assez intéressant, ça dure que 2-3 minutes. Et ce court-métrage, il est aussi intéressant parce qu'il est déjà produit à l'époque par Emma Thomas, qui est sa copine de l'époque et qui deviendra sa femme. Et c'est avec elle, en fait, qu'il fondera la société Syncopy, dont on voit le logo dans chacun de ses films, ce fameux labyrinthe. Et Emma Thomas, donc son épouse, elle sera productrice de tous ses films. Et une chose qui est à relever chez Nolan, c'est que c'est quelqu'un qui bosse en famille, puisque sa femme donc produit ses films. Et dans ses collaborateurs réguliers, on retrouve aussi son frère Jonathan, avec qui il écrit plusieurs de ses films. Il y a aussi, ça c'est plus anecdotique, mais son oncle John Nolan, qu'on retrouve des fois dans quelques petits rôles, notamment il joue un des pontes de l'entreprise Wayne dans la trilogie Batman. Donc voilà, et c'est quelqu'un majoritairement, Nolan, d'assez fidèle dans ses collaborations, puisqu'il a souvent le même directeur artistique, le même monteur, etc. Donc ça assure une certaine cohésion à son œuvre. Mais avant ça, dans son parcours, donc quand il arrive à la fin de ses études, là il essaye un peu de monter son premier film et il se retrouvera face à des refus à répétition pour tous ses projets, et c'est quelque chose qui lui laissera un goût assez amer et une vision plutôt négative de l'industrie cinématographique anglaise en particulier, et donc il finira par financer lui-même son premier long métrage avec quelques amis, et ce sera Following, qui réalisera en 1998, qui raconte l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration qui, pour du coup retrouver un peu le goût de l'écriture, commence à suivre au hasard des inconnus dans la rue, parmi lesquels un cambrioleur qui va finir par le repérer et finalement l'embarquer avec lui dans ses combines. Et donc ce Following, c'est un tout petit budget, avec une durée très courte, il dure qu'1h10, donc c'est à la limite du moyen métrage, mais il y a déjà dans ce premier film toutes les bases de son cinéma. Déjà au niveau formel, on a une narration non chronologique qui passe constamment du passé au futur, le type de structure qu'on retrouvera dans beaucoup de ses films par la suite. Et au niveau thématique, quasiment on aborde au niveau thématique la question du mensonge, de la manipulation, avec aussi un twist final qui est là aussi assez caractéristique de ces films. Et ce Following, il remporte un joli succès à l'époque, il y a plutôt de bons retours critiques, et donc ça va attirer l'œil de Hollywood, puisque c'est donc une production anglaise, et ça va permettre à Nolan de se lancer pour de bon aux États-Unis et de poursuivre avec la carrière qu'on lui connaît. Voilà un petit peu pour les bases. Avec sa première consécration qui sera Memento, dont on va parler dans quelques minutes. Merci beaucoup Thibaut pour ce bref résumé, pour présenter un petit peu le personnage dont on va décrypter la carrière cinématographique maintenant. Et donc je le disais avant de parler de Memento, peut-être un bref tour de table pour que chacun nous dise un petit peu son rapport en fait avec le cinéaste, à quel moment il l'a découvert, et puis si chacun ici affectionne son cinéma ou non. Thibaut, tu avais la parole, peut-être tu peux gentiment continuer pour nous dire, toi. Oui, volontiers. Moi, comme souvent, c'est toujours compliqué de savoir avec quel film précisément on a découvert les réalisateurs, mais moi je crois que c'est avec Batman Begins, donc en 2005, si je ne me trompe pas, ou de 2006, je crois, je sais plus, par là autour. Ça m'avait tout de suite marqué, parce que déjà à l'époque, j'avais une certaine passion pour Batman, et tout d'un coup... Tu vois, je m'étais pas trompé dans mon intro. Absolument, c'était tout à fait moi. Et tout d'un coup, j'étais tombé sur cette adaptation, après avoir vu évidemment les films de Burton et malheureusement de Schumacher. On avait cette version qui tranchait quand même passablement avec ce qu'on avait vu, et donc j'avais trouvé ça hyper intéressant, et donc ça m'avait amené après, j'avais enchaîné avec le Prestige qui était sorti quelques années après, et donc je m'étais intéressé au reste de ces films, et je crois que Nolan, c'est un des premiers réalisateurs auxquels je me suis vraiment intéressé au début
début où je construisais un petit peu ma cinéphilie et où je m'intéressais, tiens, ce même type a fait plusieurs films. Et voilà, j'étais assez attiré, je me souviens par l'époque, par cette aura qu'il a de réalisateur de films intelligent. Et donc, par la suite, avec le développement de l'esprit critique, j'ai été amené à nuancer un petit peu ça et à travailler tout ça. Mais c'est un réalisateur qui, en tout cas, a été assez important dans le développement de mon regard critique, je pense. Ouais. Et puis, comme tu le dis, tu l'as découvert à l'adolescence, en fait. C'est ça, Batman Begins, etc. C'est un cinéaste qui a forgé finalement ton adolescence cinéphile. Oui, et puis je pense que quand tu commences à regarder un peu plus en détail la technique du cinéma, etc., c'est aussi un cinéaste qu'on aime bien vendre et peut-être un peu survendre, comme on fait des blockbusters intelligents. Enfin, il y a quelque chose qui flatte un peu le spectateur, qui marche, je pense, pas mal, justement, les ados qui commencent à s'intéresser un peu au cinéma. Ouais. Donc, globalement, c'est un cinéaste que tu apprécies, qui fait partie des cinéastes que tu as fait. Oui, chez qui je trouve quand même pas mal de limites, et ça, j'aurai l'occasion de les détailler, mais c'est un cinéaste pour qui j'ai plutôt un certain respect, en tout cas. Ouais. Patrick, toi, c'est pas à l'adolescence que tu as découvert Nolan, parce que Nolan... Tu étais déjà proche de la retraite à l'époque. Excuse-moi, Patrick, mais disons comme ça, on a quelqu'un d'un âge différent qui peut nous raconter comment il a découvert Nolan. En fait, moi, j'ai découvert Memento au cinéma quand il est sorti, et puis après, ça m'a tout de suite plu, en fait, dans l'originalité par rapport à la temporalité, la façon de raconter une histoire. Puis après, j'ai découvert tous ces autres films au cinéma un peu au fur et à mesure de leur sortie. J'ai été très souvent séduit quand même, avec quelques réticences sur certains films. Ce que je trouve intéressant aussi, pour moi, par rapport à Nolan, c'est que juste... avant les années 2000, on a eu une décennie, en fait, ou même 2 décennies où les réalisateurs étaient très présents et on allait voir des films de Spielberg, on allait voir des films de réalisateurs, en fait, de Zemeckis, ouais. etc. et tout. Et puis après, il est arrivé Nolan. Donc du coup, c'est un rapport, on s'est dit, ah ouais, super, c'est un peu le même fonctionnement que ces stars de la réalisation. Tout d'un coup, on a quelqu'un qui a des moyens, qui fait des films qui sont ambitieux sur des sujets populaires et en même temps originaux, mais en même temps aussi populaires. C'est là où, comme disait Thibaut, il va rejoindre peut-être plusieurs types de spectateurs. Et puis, du coup, aussi avec une qualité technique et une patte qui est à lui, avec un travail effectivement sur la technique, sur le choix des cadrages, de la musique. Enfin, on sait que c'est lui. La musique chez Nolan, on reconnaît la musique d'Hans Zimmer, comme John Williams, c'était le compositeur pour Spielberg, enfin, ce genre de choses-là. Donc, il y avait une similitude, qui fait que pour moi, c'est une sorte de continuation par rapport à ça. Et il se trouve que ça le reste. C'est-à-dire que maintenant, je pense que c'est un des seuls réalisateurs qui peut monter un film sur un an où on se dit tiens, on va voir un film de Nolan, quoi. Par comparaison, on connaît pas du tout, presque pas le nom des réalisateurs des films sur Marvel, par exemple. On sait à peine, il y a bien entendu les très très gros fans les connaissent, mais c'est pas forcément le cas pour la masse des gens, en fait. Alors que Nolan est un réalisateur qui reste un réalisateur de renom, et c'est assez rare aujourd'hui. Et c'est peut-être un petit peu dommage aussi, parce que c'est quand même bien d'avoir aussi des gens qui ont une façon de raconter les histoires et puis qui peuvent s'y accrocher et puis qui peuvent développer un certain style. Et puis ça manque peut-être un peu par rapport à des décisions qui maintenant sont souvent prises par rapport à des studios et à de l'argent. Et du coup, c'est bien que Nolan arrive à concilier un peu tout ça. Donc j'aime bien sa position aussi dans le milieu et le système hollywoodien actuellement, quoi. Voilà. Ouais, c'est un des quelques auteurs qui restent actuellement dans le milieu du blockbuster, vraiment, qui arrive, comme tu dis, à rester et à poser une patte sur des gros projets. Et à être connu réellement du grand public. Et avoir du succès avec ça, effectivement. Ouais. C'est ça. Florian, toi, ton rapport avec Nolan, la première fois que tu as découvert le nom Christopher Nolan? Ça devait être avec le DVD de Memento. Donc j'étais en fin d'adolescence, je ne sais plus où je l'avais eu, mais c'était ce genre de film... un peu à la Requiem for a Dream, ou alors Trainspotting ou Fight Club, les films un peu novateurs et un peu interdits entre gros guillemets, puisque c'était les films qui n'étaient pas sortis au cinéma là où j'habitais, et qu'on découvrait un peu après, qu'on attendait qu'ils sortent, parce qu'on avait entendu parler, blablabla, tout ça. Et en effet, je trouvais que ça tombait bien dans cette classification de premier film ou second film de réalisateur émergent qui devenait assez instantanément culte, parce qu'évidemment il y avait une patte
absolument incroyable, surtout d'un point de vue narratif et d'un point de vue rythmique. Et, euh, et après, bizarrement, j'ai lâché Nolan, je sais pas pourquoi, j'ai pas suivi, tout simplement parce qu'il m'arrivait des choses, hein, enfin voilà. Et je crois que j'ai repris avec The Dark Knight, parce qu'évidemment, ça a tellement été un foin, tellement énorme, que ben voilà, je suis allé le voir. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à ne pas aimer Christopher Nolan et à en faire un cheval de bataille, puisqu'autour de moi, énormément de gens aimaient. Puis à chaque fois qu'on me demandait «Ah, t'es allé voir machin», ils me demandaient pourquoi est-ce que j'avais pas aimé, et je devais expliquer ce que je vais expliquer après en parlant de Interstellar notamment. Voilà, heureusement, Dunkerque est arrivé il y a 3 ans et m'a réconcilié avec Christopher Nolan. Voilà, à peu près le rapport que j'ai, c'est que je le vois pas comme un grand auteur, je comprends qu'il puisse faire beaucoup d'argent. Moi, je pense que c'est les Batman qui lui ont permis ça. Euh, Ah, c'est sûr, ouais. c'est voilà, qui lui ont ouvert la porte à Hollywood en fait, Au grand public, ouais. exactement. Et je pense que c'est ce fameux rythme et ce suspense et ces twists finaux qui font que les gens y retournent. Euh, Parce Et que que les gens sont marqués en fait sont, par ça, quoi. voilà, sont marqués par ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a presque plus de réalisateurs qui osent aussi faire ça, jouer avec la temporalité. Euh, voilà. Oui, c'est vrai que je rejoins un peu tout ce que vous avez dit. Moi, je suis comme Thibaut, j'ai découvert à l'adolescence avec les Batman, en fait, Christopher Nolan, et très vite, c'est vrai que c'est devenu un non évident. C'est-à-dire que quand on regardait les Batman, je veux dire, à l'adolescence, je ne m'intéressais pas forcément au réalisateur qui était derrière le film. Je regardais le blockbuster de super-héros qui me convenait. Mais très rapidement, en fait, ça s'est imposé dès Dark Knight, en fait. Et puis ensuite, avec la confirmation Inception, où directement Inception a été vendu justement comme le nouveau film de Christopher Nolan, créateur de la nouvelle trilogie du Batman. Et du coup, à ce moment-là, en fait, moi, je trouve ce qui est très intéressant avec Nolan, c'est que c'est apparu justement comme un nom sur un réalisateur, dans le sens où il y avait des films de Scorsese, il y avait des films de Spielberg qui sortaient au cinéma, et puis du coup c'était des films de réalisateurs identifiables. Mais je pense que Nolan, c'est vraiment un des rares cinéastes justement de grand public, encore vivant, et en plus de ça, découvert dans les années 2000, comme je le disais, qui a autant d'impact avec son nom. Aujourd'hui, il est très rare de trouver un cinéaste découvert justement dans ce nouveau millénaire, qui est un nom qui parle autant au grand public comme un réalisateur que Christopher Nolan. À part David Fincher peut-être, ou bien Shyamalan. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres cinéastes, mais et encore, Shyamalan n'a pas, je pense, la renommée d'un Fincher ou d'un Nolan aux yeux du grand public. Mais c'est très compliqué de trouver, en fait. Non, c'est vrai, je pense que voilà, cette image, elle a aussi été construite d'une part par la presse, par la critique, etc. Et aussi, il me semble, cultivée par Nolan lui-même. Enfin, de cette idée de, voilà, on a un réalisateur, comme je disais, c'est le blockbuster intelligent, et puis on flatte le spectateur parce qu'on lui dit, regardez, je vous montre des choses intelligentes, donc vous êtes des gens intelligents parce que vous regardez ces films intelligents. Enfin, il y a aussi quelque chose qui, je pense, on aura, je pense, l'occasion de détailler ça, mais où il a un peu joué là-dessus et où ça a participé aussi à sa renommée auprès d'une part de la critique et auprès du grand public aussi. Mmh. Il y a la variété aussi des films et des genres auxquels il a touché, parce qu'au final, même si le thriller reste son genre un peu de prédilection, en tout cas au début de sa carrière, et ça se ressent aussi dans l'approche aussi de Batman Begins, mais je veux dire, après, il a touché à l'action, à la science-fiction, aux films de guerre, aux super-héros. Enfin, c'est aussi ça, je pense, qui fait peut-être sa force, c'est cet éclectisme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Comme Kubrick. Ouais, peut-être. C'est en même temps, je trouve qu'il y a effectivement cet éclectisme, quoi, dans les choix et dans les sujets traités. Mais en même temps, je pense qu'il fait aussi qu'on le reconnaît puis qu'on va dire, ok, on va voir un film de Nolan, c'est parce qu'il y a une très grande rigueur dans les systèmes narratifs, dans l'esthétique, dans les choix de ce qui compose ces films. Voilà, donc ces choses-là font que voilà, ça définit très clairement un style.
qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, bien entendu, le côté tout public, il y a aussi le fait qu'il a quand même des sacrés castings tout le temps. Et puis, il y a toujours des stars connues, très connues, qui viennent jouer dans les films. Et ça, forcément, ça va attirer les foules. Ce qui fait que du coup, il y a un attrait qu'il y aura peut-être moins si des réalisateurs font des films avec des gens moins connus à l'intérieur. Et puis, il y a quand même toujours quelque chose qui va plaire au public. Et ce côté-là, je pense que c'est cet assemblage de tout ça qui fait que Nolan a la place qu'il a maintenant, quoi. Je crois aussi qu'il est arrivé au bon moment avec toute l'émergence des films de super-héros. En fait, dans tout ce marasme-là qu'il y a eu dans la deuxième moitié des années 2000, avec tout qui sortait un peu, entre guillemets, n'importe comment, tout le monde voulait faire son film de super-héros. Nolan a à peu près été le seul à faire un film visuellement, donc là je parle de Begins, mais surtout de The Dark Knight, qui a vraiment été un succès phénoménal. C'est-à-dire que visuellement, c'était du vrai cinéma. Et je crois que à partir de là, le grand public en fait a reconnu ça chez lui et l'a suivi après. Et c'est grâce au Batman en fait, au fait qu'il ait eu accès à ce personnage emblématique qui est souvent le super-héros préféré de beaucoup de gens. Qu'il a pu accéder à Hollywood et il a su très bien gérer ça en fait, c'est-à-dire continuer à vivre en tant qu'auteur dans un système aussi strict. Et aussi, je pense que c'est encore un des seuls réalisateurs qui fait des films pour le cinéma, c'est-à-dire des films que tu vois vraiment la différence quand tu les vois en salle ou quand tu les vois chez toi en genre Blu-ray. Je crois qu'il y a aussi ça. C'est que, et même lui, il le dit lui-même, il veut faire aucune 3D parce que le cinéma est en 3D à la base. Il filme sur de la pellicule, il fait du 70 mm, il fait du IMAX, il fait du blablabla, tout ça. Ouais, il favorise les effets spéciaux en dur plutôt que le numérique. Ouais. Voilà, avec Hollywood qui nous sert qui nous sert depuis 15 ans des films qu'on peut très bien voir à la maison parce que il n'y a pas vraiment de grande différence à part les boom boom qui sont plus forts. Voilà, Nolan, il faut les voir en salle en fait. Sinon, l'expérience n'est vraiment pas la même. Il y a vraiment un truc qui change, quoi. Et ça, c'est bien qu'il l'ait amené aux gens qui n'étaient pas forcément cinéphiles à la base et qui ne voyaient pas trop la différence entre le grand écran et le petit écran. Et puis au niveau de l'arrivée avec des films de super-héros, il est aussi arrivé au bon moment, comme tu le disais Florian, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il a amené tout d'un coup, parce qu'il y a quand même une qualité par rapport à ces films de super-héros, en tout cas une manière un peu sérieuse de traiter la chose, quoi, sérieuse et respectueuse, on va dire un petit peu par rapport au matériel. Et ça, en fait, ça a été beaucoup perdu par la suite. Vraiment maintenant, j'ai l'impression. Très souvent, c'est perdu. Il y a un parcours un peu similaire au départ par rapport à un super-héros. C'est les premiers Spider-Man de Sam Raimi, où il y avait quelque chose qui a séduit énormément les foules et qui ont été un petit peu, c'est un peu ces films-là qui ont lancé la vague, quoi, de ce qui a été fait. C'est vrai que sur Batman, on avait d'abord Tim Burton où il y avait aussi cette qualité-là, cette chose-là, mais ça s'était déjà complètement effiloché et perdu. Et en fait, il est arrivé avec un Batman où il y avait vraiment une qualité dans ce qui était proposé. En tout cas, après, voilà, ça c'est subjectif, mais en tout cas, une prise au sérieux du matériel, quoi. Et c'était aussi quand même à l'époque où ces grands studios, avec ces blockbusters de super-héros, où les grands studios mettaient aussi en avant les noms des réalisateurs. Parce que moi, je me souviens, j'étais gamin, quand les Spider-Man sont sortis, je savais qui était Sam Raimi. Alors c'est vrai que je m'intéressais énormément, je lisais des revues, etc., consacrées justement à ces films-là, mais à l'époque, je me souviens aussi que vraiment, on mettait davantage en avant par rapport à aujourd'hui ce type de blockbuster, et notamment les films de super-héros, où le réalisateur finalement importe peu, et ce qui compte, c'est la marque, le logo Marvel, ou ce genre de choses. À l'époque, on mettait quand même en avant, dans la presse et autres, le nom du cinéaste. Et je pense que c'est ça aussi qui a participé. Surtout, on mettait des cinéastes qui avaient vraiment une patte particulière à la barre de ces films-là. Parce qu'effectivement, maintenant, on a plus tendance, en tout cas du côté de Marvel, à aller chercher des exécutants, quoi. Enfin, des types qui ont fait vaguement un court-métrage avant, et puis vas-y, c'est ton premier film, paf. La Warner le fait encore, ça, à part ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un des derniers studios qui le fait, ouais, effectivement. Voilà, avec Snyder, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et Patty Jenkins, qui fait Wonder Woman 1 et puis 2. Enfin voilà, eux, j'ai l'impression qu'ils ont encore une politique, et c'est pas pour rien que c'est la Warner qui a produit tous les films de Kubrick, entre autres, et de Eastwood, qui continue à les produire. Eux, ils ont encore une politique de l'auteur, et je crois que c'est le seul gros studio à Hollywood qui fait encore ça. Enfin, qui essaye.
Ouais. C'est juste. Et pour parler justement, tu parles de Nolan en tant qu'auteur. Ce qu'il définit aussi, tu parlais de l'aspect visuel, Florian, mais avant tout, est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas Nolan davantage par son écriture ? Parce que Thibaut, en préambule, nous parlait de cette narration non chronologique. Il y a aussi des thématiques qui sont très fortes et qui font de lui justement un auteur parmi qui fait des blockbusters, mais qui reste un auteur avec des thématiques récurrentes et des obsessions. On parle de la rationalité du temps aussi, qui se retrouve énormément, l'obsession du temps justement, de la mémoire, de la conscience, des rêves, de la mort d'une femme aussi, du deuil, de l'homme qui lutte contre ses propres démons et contre sa propre morale. Donc au final, et on va le voir en décryptant tous les films dont on va parler dans quelques secondes, il y a vraiment quelque chose de reconnaissable aussi là-dessus. Oui, c'est pour ça que c'est un auteur dans le sens de François Truffaut. C'est-à-dire un artiste complet qui a le contrôle sur l'œuvre qu'il est en train de faire. Et non un exécutant. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Et qui semble d'ailleurs faire, je le disais dans mon intro, faire la pluie et le beau temps à Hollywood, dans le sens où, avec les immenses succès qu'il a fait, parce que tous ses films ont été des succès, faut le rappeler quand même, après la trilogie Dark Knight et après Inception, c'est-à-dire que Nolan, il avait vraiment carte blanche chez Warner, quoi. Et c'est un cinéaste en qui cet immense studio, cette major, a une totale confiance. Et c'est très très rare aujourd'hui. Parce qu'il attire encore les foules, justement. Et ça, le moment où il y a quelques entrées en moins, ça risque de changer. C'est vrai. Est-ce qu'il a l'épée de Damoclès au-dessus de lui, Nolan ? Est-ce que Tenet sera un risque qu'il prend ? Je ne sais pas. S'il sort un jour. C'est ça. Mais c'est vrai que pour parler de sa popularité, si on regarde par exemple, alors ça vaut ce que ça vaut, mais dans les 100 meilleurs films des années 2000, ce classement établi par les utilisateurs du site Sens Critique par exemple, on retrouve Dark Knight premier en fait de ce top-là. Et puis peu après, dans le top 20, on retrouve Memento et Le Prestige. Je veux dire, dans le top 20, Nolan a quand même 3 films qui sont plébiscité par le grand public dans les années 2000, pour dire à quel point il a marqué en fait cette décennie, et qui continue aussi avec la décennie des années 2010. Elle a marqué tout autant. Pourtant, il a jamais été récompensé aux Oscars, même s'il a été souvent nommé. En général, ces films ramènent un peu les récompenses annexes qu'on donne aux blockbusters, c'est-à-dire les effets spéciaux, le montage, le son, les récompenses techniques. Je crois aussi que sur IMDb, sur les 250 films les mieux notés, 7 de ces films y figurent. Je crois qu'il il manque juste Following, Insomnia et Dunkerque, qui sont bizarrement ces 3 meilleurs films selon moi. Mais oui, et quant aux Oscars, Kubrick n'a jamais eu d'Oscar de meilleur film, n'a jamais eu de Palme d'Or. C'est encore un truc qu'ils ont en commun. En commun, ouais. Cette filiation, un tout petit mot là-dessus, comment vous expliquez cette filiation qu'on lui donne souvent, et puis peut-être à tort, mais où on parle souvent de Nolan comme le digne héritier de Kubrick, ce qui énerve passablement les fans hardcore de Kubrick. Comment vous expliquez ça, au-delà du fait que Nolan, justement, vénère en fait le maître ? Je pense juste que c'est d'un point de vue visuel, et d'un point de vue parce que, à part Kubrick, atteindre un perfectionnisme tel, je crois qu'il y a que Nolan, et avoir aussi un succès tel aussi. Un Fincher peut-être. Oui, mais au niveau de la froideur, Fincher, c'est venu sur le tard, je trouve. Alors que Nolan a toujours eu une mise en scène très très froide. Au niveau des couleurs, évidemment, puisqu'il est daltonien. Mais même ce truc d'être super précis et millimétré dans tous ses plans, et d'avoir un montage aussi, visuellement. Après, je trouve que dans le fond, ça n'a rien à voir. Kubrick va beaucoup plus loin que Nolan n'est jamais allé. Et là, personnellement, je trouve que c'est complètement faux de comparer Interstellar à 2001, par exemple. Bien sûr. Ou des choses comme ça. Mais visuellement, je trouve que c'est compréhensible au niveau du perfectionnisme, quoi. Ouais, après, je trouve que par rapport à Kubrick, je pense que d'un film à l'autre, vu que c'était toujours des sujets très très différents, il y avait quand même des traitements ou des choix techniques qui étaient différents d'un film à l'autre chez Kubrick, quoi. Les éclairages de Barry Lyndon n'ont rien à voir forcément, vu que c'était des éclairages à la bougie et naturels, avec des éclairages d'un autre film de Kubrick, de Shining ou d'un autre film. Je trouve que Nolan, il y a quelque chose qui
quand même de manière assez générale, même s'il y a peut-être un peu des exceptions sur le Prestige ou sur d'autres films qui tout d'un coup, un film au costume aussi, etc. et tout, d'époque, où il y a une autre atmosphère, il y a une tonalité des éléments utilisés qui se retrouvent quand même de manière très systématique, et je pense qu'au niveau de la palette générale, c'est peut-être moins riche que Kubrick, quoi. Au niveau de la palette de ce qu'il utilise pour faire ses films, c'est un peu moins riche que Kubrick, personnellement, je trouve, quoi. Voilà, c'était la version courte de notre émission spéciale consacrée à la filmographie de Christopher Nolan. Si tu veux entendre la totalité de l'épisode, qui dure quand même 2h40, qui est un long format de podcast, eh bien, je te renvoie vers une plateforme de podcast adéquate, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de ton choix. On n'a pas uploadé la version longue sur YouTube, déjà puisqu'on pense que 2h40, ça n'a pas spécialement sa place comme une vidéo YouTube. Et puis en plus, parce qu'on a rajouté pas mal de musique dans le montage et on risque du coup de se faire enlever cette vidéo. Voilà, merci de nous avoir suivis en tout cas jusqu'ici. On espère que cet épisode t'a plu, ou en tout cas ce début d'épisode t'a plu, et puis que tu aimeras le reste. On t'encourage à aller t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix. Merci de nous avoir suivis, c'était le Saloon et à très vite.